Merci beaucoup. Donc, nous sommes très heureuses d'être ici aujourd'hui et nous allons donc vous présenter une étude de cas sur l'aqueduc du Cérino qui résulte, vous allez le voir, d'un dialogue très étroit entre géologie et archéologie. Alors, cette étude s'intègre dans un programme soutenu par l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle RECAP. Je vous ai indiqué ici la référence vers le site internet. Donc, reconstruire après un séisme, expériences antiques et innovation à Pompéi. Donc, ce programme de recherche qui est donc coordonné par le laboratoire à Auroch en collaboration donc avec l'IPGP, également l'INRIA et le centre Jean Bérard à Naples, est donc porté depuis 2015 maintenant. Et il part d'un constat, c'est que notre connaissance du risque sismique dans l'Antiquité résulte de sources textuelles qui nous apprennent beaucoup sur les dommages, également sur les financements des opérations de réfection. En revanche, les modalités de reconstruction, mais aussi les mécanismes éventuels de protection restent totalement méconnus. Seul texte sur la question que je reportais ici, c'est un texte de Strabon, donc géographie, un passage qui nous dit, donc qui parle de la ville de Philadelphie en Asie mineure, qui est donc sur une faille extrêmement active, un site qui a connu beaucoup de tremblements de terre, et il nous dit, à Philadelphie, la ville voisine, même les murs ne sont pas sûrs. Chaque jour, d'une manière ou d'une autre, ils subissent des secousses et se disjoignent. Les habitants de la ville sont attentifs en permanence aux modifications du sol et leur construction en tiennent compte. En réalité, c'est donc le seul texte qu'on a sur ces savoirs techniques post-sismiques, et il faut donc se tourner vers l'archéologie pour connaître les pratiques qui ont suivi les catastrophes. Et c'est donc l'objectif de ce programme RECAP de répondre à cette question: comment construit-on, ou plutôt comment reconstruit-on après un tremblement de terre? Et dans l'histoire de la construction romaine, c'est une question qui a été très peu abordée, et maintenant on la voit comme assez riche d'enjeux pour essayer de suivre l'histoire de l'architecture du risque et de l'urgence, en particulier en Italie, et les épisodes récents d'Amatrice et l'an passé sont là pour nous le rappeler. Donc, nous avons pour cela associé toute une série de méthodes avec l'archéologie du bâti, la géologie, les sciences de la terre dont Julie va vous parler, également l'informatique et l'ingénierie des structures pour essayer d'avoir une vision la plus globale possible des modalités de reconstruction en Campanie sur deux terrains privilégiés. Le premier, c'est le site de Pompéi, qui est vraiment un observatoire totalement emblématique, puisque donc vous savez que la ville a été fossilisée par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, et elle a connu plusieurs tremblements de terre. Le premier, bien identifié par les sources, en 62 ou 63 après Jésus-Christ. Sans doute un autre autour de 70 après Jésus-Christ. Donc une culture sismique qui a dû se forger au cours de ces événements. Et puis notre autre observatoire, c'est celui dont on va vous parler aujourd'hui, c'est l'aqueduc qui est dit Aqua Augusta, l'aqueduc du Cerino, qui capte ses sources ici à Cerino sur les sources dites d'Aquaro Pelosi. Il se déploie sur un parcours de 105 km, c'est un des plus longs aqueducs du monde romain, pour achever sa course dans les champs flégréens, dans la Piscina Mirabilis, sur le site de Bacoli. Donc un aqueduc qui traverse des terrains extrêmement intéressants, contrefort des Apennins, la plaine du Vésuve, pour arriver dans les champs flégriens. Et c'est un terrain emblématique. Pourquoi? Parce que c'est vraiment sans doute une des zones les plus à risque. Et je laisse la parole à Julie. Bonjour, je suis très contente de vous présenter ce travail pluridisciplinaire. Alors moi, je viens de l'Institut de physique du Globe. On est donc un grand établissement de recherche qui travaillons dans tous les champs des sciences de la Terre. Et c'est pour ça que dans cet exposé, je vais beaucoup vous parler de géologie, géochimie et la question du risque. Donc je vais commencer par un bref aperçu de l'aléa géologique dans la région de Naples. Alors, cette région est caractérisée par de très nombreux risques d'aléas. D'une part, du fait de la position par rapport à à la plaque africaine et de la remontée de la plaque africaine dans le continent eurasien, on a une tectonique, une sismotectonique assez active avec un système de failles.
qui fait qu'il y a de nombreux séismes qui ont lieu dans cette région. Donc certains sont vraiment liés à l'activité des failles et d'autres à l'activité à l'activité volcanique du Vésuve et des champs flégréens. Donc on les voit ici. Certains de ces séismes, alors là on voit l'ensemble des séismes sur les 20 dernières années, je crois, avec aussi en gros les séismes, les quelques séismes du XXe siècle qui ont été notés, qui sont des séismes de magnitude 6 à 7, qui sont donc considérés comme forts, c'est-à-dire pouvant provoquer des dommages sérieux sur plusieurs dizaines de kilomètres. On a aussi évidemment une activité volcanique intense avec le Vésuve, dont la dernière éruption date de 1944, qui est bien connue. Mais il y a aussi des glissements de terrain. Alors on voit ici une carte des glissements de terrain historiques qui a été compilée en 2013, où on voit que donc, les points ou les zones en orange sont des zones où il y a eu des glissements de terrain très importants. On voit qu'il y a eu beaucoup de glissements de terrain dans cette région. Alors c'est dû à une topologie un petit peu particulière avec justement la tectonique active, la chaîne des Apennins, et puis qui est recouverte par des dépôts de téphra qui forment des espèces de couches relativement instables lors d'épisodes pluvieux ou de pluies intenses. Et puis, il y a aussi des mouvements du sol. Alors là, c'est une carte qui a été faite par interférométrie satellitaire que vous voyez ici. C'est une compilation donc, des mouvements entre 92 et 2001. On voit qu'il y a une vélocité verticale donc, du sol qui est quand même de quelques millimètres par an sur l'ensemble de cette zone, avec alors, des dépressions autour du Vésuve, une dépression autour des champs flégréens, au contraire une inflation autour du Vésuve, et puis en fonction des endroits, des mouvements plus ou moins importants. Quelques millimètres par an, c'est vraiment pas négligeable, et c'est pas négligeable par rapport à la pente d'un aqueduc, c'est quelque chose dont on rediscutera par la suite. Et puis, voilà, comme quand même ce serait peut-être pas assez, il y a aussi des risques de tsunami assez importants qui sont maintenant pris très au sérieux. Et on suppose que dans la période historique et proto-historique, il y a eu des tsunamis importants dans cette zone. Et donc, il y a des modélisations qui ont été faites et qui montrent les dégâts que causerait une vague type tsunami génique sur la ville de Naples. Et, voilà. Donc, on voit que c'est des dégâts qui seront évidemment très importants. C'est une zone qui est une des régions les plus à risque du monde. Le risque tel que défini par l'UNESCO, c'est-à-dire c'est pas seulement la probabilité d'un aléa, mais aussi la vulnérabilité des personnes et des infrastructures dans la zone qui risque d'être touchée, c'est-à-dire la proportion probable de personnes tuées ou d'infrastructures détruites, et l'exposition, c'est-à-dire aussi le nombre de personnes, la densité de population. Voilà, donc c'est une zone à risque et c'était probablement une des zones les plus à risque de l'Antiquité aussi. Et je crois que je repasse la parole à Hélène, oui. Alors, quelques mots sur ce que l'on sait par les sources textuelles sur ce grand aqueduc, l'aqueduc du Cerino. En réalité, pas très très bien connu. On ne connaît pas sa date de construction. Ce que l'on sait, c'est par l'inscription que vous avez ici, c'est qu'il était en fonction en 10 après Jésus-Christ, puisque donc c'est un graffiti qui a été retrouvé sur un canal de dérivation branché sur le canal principal de l'Aqua Augusta, qui nous dit que ce canal vient d'être ouvert sous l'autorité donc du curator aquarum de l'Aqua Augusta, dont on a le nom, Decimus Atrius Ragonianus, et 3 jours donc, avant les calendes de janvier. Donc on a une datation, mais ça ne nous informe pas sur la date de construction de l'aqueduc. Autre témoignage textuel, alors celui-ci malheureusement n'est plus du tout visible. Il se trouvait dans une galerie percée à la sortie de Naples, entre Piedigrotta et en allant vers la colline du Posillipe, et la galerie a été bouchée, mais on a les reports de fouilles assez précis qui datent des années 1880. Je vous les ai reportés ici à droite. Et on a donc 3 inscriptions pratiquement identiques. La troisième est un peu plus précise, qui nous rapporte l'inspection d'un homme qui est dit dispensator, c'est une sorte d'intendant qui s'appelle Macrin, qui travaille pour le compte d'un procurateur et affranchi impérial nommé Diaduminus Antonianus, et qui, donc là aussi on a une date très précise, le 12 janvier 65, parcourt la galerie de l'aqueduc
de la villa de Paulus Félix à l'émissaire qui est dit Paconianus. Donc c'est une inspection qui est intéressante puisqu'il fait visiblement suite à des travaux de restauration et la date est à souligner puisque 65 après Jésus-Christ, je vous rappelle qu'il y a donc le tremblement de terre en Campanie 62 ou 63 et encore un autre tremblement de terre qui est bien connu pour Naples grâce à un texte de Tacite qui date de 64 après Jésus-Christ. Donc on a tout lieu de penser que ces travaux aient fait suite à de probables perturbations sur l'aqueduc. Donc outre ces inscriptions, on a aussi, c'est ce qui apparaît ici en orange, une numérotation qui était donc tous ces graffitis étaient incisés sur l'enduit frais de l'aqueduc qui est fait en béton de tuileau, donc ça fait vraiment suite aux travaux. Et cette numérotation nous indique sans doute les opérations de mesure réalisées sur l'aqueduc. Voilà, donc c'est ce qui apparaît. Vous avez donc les chiffres en centaines qui ont été également reportés dans les journaux de fouilles. Et j'ai oublié de préciser que ce procurateur, qui a donc visiblement sans doute contrôlé des travaux sous contrôle de l'administration impériale en Campanie, son nom est aussi attesté grâce à une inscription retrouvée à Misène qui apparaît ici en bas. Alors nous avançons beaucoup dans le temps, puisqu'après donc, une longue période de silence sur cet aqueduc, une inscription qui rapporte la restauration de l'aqueduc sous le règne de Constantin. Les travaux sont achevés en 324 après Jésus-Christ. Et j'ai indiqué ici en gras le passage le plus intéressant, donc, qui nous dit que suite à une longa incuria, donc une longue négligence, une longue incurie et vétustaté, donc la vétusté du bâtiment se faisait sentir. Donc à ses frais, l'empereur Constantin donc, en assure la restauration. Donc c'est une inscription qui a été retrouvée près de la source à Serino. Enfin, dernier témoignage qui se situe à peu près dans quelques années après, il fait partie donc du Code théodosien. C'est un passage, donc le Code théodosien, c'est un ensemble de recueils d'ordonnances impériales qui ont été réalisées sous le règne de Théodose II et qui remontent à Constantin, qui nous dit donc toujours que l'aqua Augusta a été donc réparée sumptu publico aux frais de l'État, et on est autour de l'année 400 après Jésus-Christ. Voilà, donc on a, en tout cas, ce que nous disent les textes, c'est qu'on a un aqueduc qui fonctionne au moins sur 4 siècles. On n'en connaît pas exactement la date de construction, mais donc quand même un usage sur la longue durée, mais finalement assez peu de données sur les possibles phases de construction, voire de reconstruction qu'il a pu connaître. Alors d'un point de vue technique, c'est un ouvrage qui est en grande partie enterré, donc très peu visible, et aujourd'hui aussi d'autant moins visible qu'il se situe dans des parcelles agricoles, donc parfois réenterrées. Malgré tout, quelques tronçons plus significatifs sur lesquels nous allons nous arrêter. Donc on a quelques ponts à arches, dont celui de Muradarce dont nous allons vous parler aujourd'hui, un autre qui est encore visible à l'entrée de Naples, dans le secteur dit des Ponti Rossi. Mais les deux secteurs dont nous allons vous parler sont ceux qui sont marqués ici en rouge, qui sont sans doute les mieux conservés pour pouvoir analyser l'ouvrage et le faire en quelque sorte parler. C'est d'une part le tronçon de Muradarce, c'est donc un mur bahut suivi ensuite d'un pont qui traverse un vallon qui est là. Donc, je prends le pointeur, excusez-moi, voilà, ici. Donc, mur bahut, puis ce pont à arcade pour traverser un vallon, sans doute une reconstruction, puisqu'on voit que le tracé a pu être rectiligne, et c'est déjà sans doute une deuxième opération de construction que la mise en place de ce pont dans cette nouvelle forme. Et puis à droite, le secteur de Ponte Tirone, près de Palma Campagne, qui nous a surtout intéressés pour ce projet, où sont bien visibles 2 phases de construction, donc très nettes, que nous allons détailler aujourd'hui. Et ce sont les secteurs finalement les mieux visibles, et c'est sur cela que nous nous sommes donc concentrés pour nos travaux. Alors du point de vue des méthodes, tout d'abord les méthodes de l'archéologie. Donc nous n'avons pas procédé à des fouilles, mais à l'archéologie qu'on dit du bâti ou de la construction, qui repose sur 3 types de méthodes différentes. La première, vous la connaissez sans doute, c'est l'observation stratigraphique des élévations. Il s'agit en quelque sorte de fouiller les murs, en essayant de distinguer toutes les unités de construction identifiables dans une élévation et leur mise en séquence, qui est ici matérialisée par un diagramme,
nous permet de déduire la succession chronologique des phases de construction d'un bâtiment. Donc chaque couleur correspond ici à une phase de construction et de fonctionnement. En l'occurrence, ici en bleu, ce sont les concrétions calcaires et on a ici donc une étude d'un des châteaux d'eau de Pompéi. Donc, première étude sur un bâtiment qui nous apprend en quelque sorte son histoire d'édification. Deuxième méthode, c'est une approche plus typologique qui peut être menée sur un bâtiment de façon très large, voire sur un site. Donc c'est une approche plus dynamique qui essaie de restituer toute la dynamique d'un chantier de construction et qui s'appuie pour cela sur l'analyse de toutes les traces matérielles, aussi ténues soient-elles, qui nous informent sur les processus de construction. Donc, vous avez ici un exemple de fiche qui s'intègre à un atlas des techniques de construction. Là, c'est l'exemple de la villa de Diomède qui a aussi fait l'objet d'une étude dans ce projet. Et on va détailler pour les murs donc les techniques de parement, les techniques de joints, la façon dont les joints sont tracés. Donc, on essaie de restituer les gestes qui se situent derrière les opérations de construction, les types de matériaux qui sont mis en œuvre. Donc, c'est essayer de montrer tout le cycle de construction de la production des matériaux jusqu'à leur mise en œuvre dans un bâtiment, en essayant de rapprocher les différents chantiers possibles. Et sur ce bâtiment-là, vous voyez, ce qui apparaît en rouge correspond à un même chantier de construction qui a été distingué à partir de, en quelque sorte, la carte d'identité de la technique considérée. Alors cette approche typologique s'appuie sur une troisième méthode qui est l'étude modulaire des parements. Qu'est-ce que cela signifie? C'est dans le cas où on a une construction assez standardisée pour des parements qui fait appel par exemple à des moellons quadrangulaires ou carrés, donc qui sont pré-taillés, ou encore des briques cuites ou même crues, donc quelque chose qui est bien modulaire. On peut, par une analyse statistique, retrouver des lots similaires de matériaux ou des techniques similaires de production. Vous le voyez ici pour un bâtiment étudié à Pompéi, où l'étude de la longueur et de l'épaisseur d'un moellon donné, donc ici qui est en calcaire, a permis de rapprocher, vous voyez les courbes extrêmement proches, ces deux techniques de construction en montrant qu'elles faisaient bien partie d'un même chantier de construction. Même chose sur les terre cuites architecturales. Vous voyez ici une courbe très proche, à la fois sur les longueurs et sur les épaisseurs, qui nous permettent, on est ici dans l'édifice de Maquet à Pompéi, de montrer que ces lots font partie d'un même chantier de construction. Donc une analyse statistique qui permet de quantifier là aussi les données du chantier et de remonter, j'en parlerai un petit peu plus tard, aux modules d'origine qui ont été utilisés. Et ceci, on peut très bien le voir pour les terre cuites architecturales qui, à Rome, suivent une production très normalisée. Alors, on a d'une part des modules carrés. Celui qui apparaît ici en gauche, c'est ce qu'on appelle des bipédales. Ce sont des briques qui correspondent donc carrées avec deux pieds romains de côté, donc 29,6 x 2, donc presque 60 cm de côté. Les 16 quipédales, c'est un pied et demi de côté, et les bessales, 2 tiers de pied. Donc ça, c'est tout à fait typique de la production de Rome. On en verra aussi des exemples sur l'aqueduc campagnen que nous avons examiné. Et puis on a aussi des modules rectangulaires, comme c'est le cas par exemple à Pompéi. Mais là aussi, l'analyse statistique nous permet de remonter aux modules et aux lots d'origine qui sont arrivés sur le chantier. Tout cela pour dire que donc ces données convergent pour nous permettre de restituer toutes les techniques de construction d'un chantier donné, au-delà de la vie même de l'édifice. Donc c'est essayer de retrouver les ressources, je dirais même les gestes, voire les savoirs que les artisans ont mobilisés pour l'édification d'un bâtiment et pour sa restauration éventuelle. Et vous en avez ici une illustration, donc c'est aussi travailler sur toute une série de données en quelque sorte immatérielles. Là, c'est le seul exemple que l'on ait qui nous montre, à l'époque romaine, on est au IIIe siècle, dans une tombe à Rome, la construction justement d'un mur en briques avec des ouvriers qui sont en train de le réaliser. J'insiste sur cette donnée du chantier puisqu'elle est pour nous centrale. Un chantier de construction suite à une catastrophe introduit des paramètres différents. Le premier, enfin supplémentaire je dirais plutôt, le premier c'est celui de l'urgence. Il faut reconstruire vite et en particulier un aqueduc, c'est une infrastructure prioritaire. On le voit lorsqu'on étudie les archives, c'est notamment Grégory Quenet qui a très bien montré cela, sur les archives liées au tremblement de terre en France au XVIIe, XVIIIe siècle. Ce qu'on restaure souvent en premier lieu, c'est l'eau, parce que c'est ce qui permet de refaire vivre la ville.
Autre paramètre à prendre en compte, c'est qu'il faut aussi gérer les démolitions suite à un tremblement de terre. Donc c'est en cela que c'est un chantier aussi différent, celui de reconstruire. Et puis on peut être aussi face à un manque de matériaux, voire d'hommes, pour assurer ces opérations. Donc tout cela pour dire que la reconstruction d'un aqueduc représente aussi un certain défi technique. Et alors, une fois que cet aqueduc était construit ou reconstruit, eh bien, de l'eau circulait, puisque c'est l'objet de l'aqueduc. Et une partie de notre étude a été de regarder justement cette eau qui circulait. Alors, comment? Parce qu'évidemment, elle ne circule plus, eh bien, à travers les concrétions carbonatées, calcaires, qui ont été laissées par cette eau lors de sa circulation. Alors ces concrétions, vous les voyez ici pour le canal nord de Pontet-Tironne, dont l'aqueduc du Cérino qui nous intéresse ici. Elles sont assez étroites, celles-ci font autour de 1 cm. Mais on a certains cas, notamment près du pont du Gard, l'aqueduc de Nîmes, où on a des concrétions massives qui peuvent aller jusque même plus que 50 cm. C'est donc lié à la circulation d'une eau relativement riche en carbonate. Alors, pourquoi cette eau, les eaux qui circulaient dans les aqueducs romains, en tout cas dans la grande majorité des aqueducs, étaient riches en carbonate? Eh bien parce que les Romains favorisaient une eau de source karstique. Et ces sources karstiques étaient très nombreuses, et sont toujours très nombreuses, autour du bassin méditerranéen. Alors, c'est dû en fait au fait qu'il y a eu enfin, ce sont des karstes qui datent du Jurassique principalement, et qui ont été formés lors de cette période de la Terre où les océans étaient assez élevés, le climat était très tropical. Et donc tout autour du bassin méditerranéen, ici, on avait ce qu'on appelait, c'était pour cette région-là, le temps des lagunes et des reptiles. Et donc il y avait des eaux peu profondes où beaucoup d'activités biologiques macroscopiques et microscopiques ont fait qu'il y a eu ces enfin ces énormes quantités de calcaire qui ont été déposées. Et ça a créé ces massifs imposants comme ici les calanques de Marseille. Et donc, les sources karstiques sont très abondantes autour du bassin méditerranéen. Ça fait que c'est une eau qui se retrouve très chargée en carbonate de calcium lors de la circulation dans le karst. En effet, l'eau de pluie, en arrivant au-dessus du karst, se charge en CO2. Ensuite, l'eau circule, dissout le carbonate, les ions carbonate se retrouvent à l'intérieur, et en sortie de karst, on se retrouve avec une eau qui est très chargée en ions carbonate et qui va reprécipiter de la calcite lorsque la température augmente et qu'on a un dégazage du CO2, donc typiquement en sortie de karst. C'est ce qui fait aussi qu'on a ces magnifiques stalagmites et stalactites dans de nombreuses grottes du bassin méditerranéen. Et pour faire cette étude, on s'est inspiré de des très nombreuses études qui ont été faites sur les 20 dernières années sur les spéléothèmes, justement, dans les grottes. C'est un thème de recherche qui est très actif en ce moment, puisqu'il a été montré que ces spéléothèmes peuvent enregistrer un signal alors saisonnier annuel ou en tout cas centennal pour certains. Et en faisant, en étudiant la chronologie des éléments traces et du signal isotopique qui est présent dans ces carbonates, on arrive à retracer notamment des changements climatiques et tous les changements environnementaux qui ont pu avoir lieu dans les périodes passées. Donc là, je parle plutôt de l'Holocène, période un petit peu plus ancienne pour les stalagmites que ce qui nous intéresse. Donc, les méthodes scientifiques qui ont été utilisées par nous en s'inspirant de ces études. Alors, nous avons cherché à voir le contenu en éléments traces des carbonates que nous avons échantillonnés. Donc, les éléments traces, c'est ces petits atomes qui vont se coincer dans la matrice carbonatée ici. Alors, on a typiquement l'uranium, magnésium, qui sont en partie pour 1000 ou en partie pour millions pour certains, et donc qui sont détectés à l'aide d'un spectromètre de masse. Nous avons aussi cherché à retrouver la composition, le signal en tout cas en isotopie de l'oxygène et carbone de ces échantillons. Et pour ça, on a utilisé un autre type de spectromètre de masse. Alors tout ça, c'est des instruments dont on bénéficie à l'Institut de physique du globe, ce qui a rendu cette étude plus facile pour nous.
Et alors, avant de vous parler de l'aqueduc du Cérino, en fait, on a déjà eu des collaborations avec Hélène, et donc notamment 2 études antérieures dont je vais vous parler extrêmement brièvement. L'une dans le port d'Ostie, où on avait échantillonné, c'est la première fois qu'on a travaillé sur ce type de matériel archéologique. Donc une petite concrétion, vous voyez, autour de 1,3 cm qu'on avait retrouvé le long d'un château d'eau à Ostie. Et on avait réussi à montrer qu'effectivement, on avait donc vous voyez ici en la main ces lamines qui sont en fait un dépôt saisonnier annuel laissé par l'eau lorsqu'elle circule. Et on avait montré qu'on avait un signal géochimique, donc c'est dans ce cas-là en élément trace, qui montrait un signal à la fois saisonnier et en plus des gros changements à l'intérieur au sein de ce petit échantillon. On avait interprété ça comme étant la source d'un changement justement de la source d'eau utilisée pour alimenter le port, et avec une source qui avait fini par remplacer l'autre, et une petite période d'utilisation simultanée des 2 sources, et ça avait permis de donner lieu à 2 publications ensemble. Un autre travail qu'on a commencé à faire, qu'on n'a pas encore publié, c'est sur l'aqueduc de Nîmes, donc évidemment le pont du Gard emblématique, où on a pu avoir accès à quelques échantillons, donc vous voyez massif, où là on a entre 200 et 250 années de circulation de l'eau qui est enregistrée dans ces concrétions. Donc vous voyez au microscope ici, puis on a regardé aussi avec une technique qui s'appelle la cathodoluminescence, qui permet de voir ces laminations annuelles avec les petits changements géochimiques qu'il y a. Donc sur cet échantillon, il y a aussi des enjeux environnementaux qui sont très intéressants. Mais revenons donc à notre aqueduc du Cérino. Donc à travers donc ces 2 méthodes conjointes de l'archéologie et des sciences de la Terre, on s'est vraiment posé 2 questions qui étaient d'une part la relation entre les 2 sections de Ponte-Tirone ici et l'unique section de Murat d'Arcé, et est-ce qu'on pouvait identifier des épisodes marquants dans la vie de cet aqueduc au sens des catastrophes naturelles, interruptions, reconstructions, dégradations éventuelles et les modalités de la reconstruction. Et je vais repasser la parole à Hélène. Oui, alors ce que nous allons vous proposer, c'est une sorte de biographie de l'aqueduc qui va partir des premières phases que nous avons pu identifier jusqu'à sa phase possible d'abandon. Alors première, donc sur le site toujours de Ponte-Tirone, et qui se caractérise par la présence donc, de 2 canaux parallèles. Et ce que nous savons maintenant, c'est que donc, celui qui apparaît ici en rouge est le premier à être construit, donc il est plus au nord. Et il se caractérise par une technique qu'on appelle l'opus reticulatum, ou appareil réticulé, je pense que vous savez ce que c'est, donc cette disposition de moellons carrés en mailles de filet, avec un tube volcanique local. Cette technique se diffuse particulièrement en Campanie à partir, donc dans le courant du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc vous avez ici à gauche l'exemple de Ponte-Tirone et à droite celui-ci bien daté dans donc une tombe de Pompéi des années 60 après Jésus-Christ. Je vous parlais de l'analyse modulaire et nous l'avons réalisée ici pour essayer de comprendre si ce canal de Ponte-Tirone avait un lien avec celui de Murat d'Arce. Et ici, cela a parfaitement fonctionné. Vous avez ici à gauche le 1 mètre carré du canal nord de Ponte-Tirone sur les mesures des moellons. On est toujours autour de 8 cm et exactement les mêmes mesures obtenues sur le tronçon un peu plus en amont de Murat d'Arce. Ce qui montre qu'on a bien un chantier unitaire sur ces 2 portions d'aqueduc qui sont donc sans doute contemporains. Une corrélation donc technique observée par l'archéologie sur laquelle Julie reviendra puisqu'elle coïncide aussi avec les données géologiques. Ce canal présente une anomalie, c'est que vous avez ici, donc c'est ce que montre la flèche en rouge, un premier niveau qui apparaît, qui est bien distinct, on voit que c'est une couche en béton de tuileaux sur laquelle il n'y a aucune concrétion. Puis une deuxième opération, le canal est surhaussé, et celle-ci, vous le voyez, donc on a pour la placer donc un petit massif de maçonnerie, une brique bipédale, donc de 2 pieds de long, et puis une couche de tuileaux et d'épaisses concrétions. On a tout lieu de penser que c'est sans doute une erreur de chantier. C'est un défi technique que de mettre en place un aqueduc qui a une pente à suivre
au minimum autour de 8 cm par kilomètre, au maximum autour d'une quarantaine. Et sans doute les constructeurs ont été donc soit confrontés à des variations dans les mouvements de terrain, sur lesquels Julie reviendra, soit tout simplement à une erreur de mesure et de nivellement qui est bien connue pour certains aqueducs romains. Toujours est-il qu'ils ont dû donc rehausser le canal dans cette première phase de construction. Deuxième étape, ce canal connaît une phase de restructuration. Vous le voyez ici, elle apparaît en rouge, avec d'une part des réparations dans la maçonnerie, dans les parements même du canal, et l'adjonction de contreforts qui sont ici en terre cuite, vous les voyez. Et on peut supposer que l'ouvrage étant est fortement déstabilisé, que cette reconstruction fasse suite au tremblement de terre de 62-63, dont je vous ai déjà parlé, illustré ici. Vous voyez ces dommages à Pompéi, avec deux reliefs bien connus qui nous montrent comment les architectures ont été pratiquement abattues sur le site. Cette technique de reconstruction se distingue par un usage systématique de briques produites à partir de lots de sesquipédales, donc des lots très homogènes. Vous voyez que c'est vraiment une portion ici du parement qui a été complètement arrachée. Ici, des contreforts qui sont placés pour renforcer la structure du mur bahut. Voici un détail des élévations. Et donc, nous passons maintenant aux concrétions qui nous apprennent d'autres éléments. Alors, donc, pour les concrétions, voici donc les concrétions du canal nord. Donc, je vous ai dit assez petites, autour de 1 cm, que vous voyez ici en lame mince. À Murat d'Arcé, il y a aussi des concrétions qui sont à peine plus larges, mais qui montent un petit peu plus haut dans le canal, ce qui est déjà un élément assez intéressant pour nous. Ça veut dire que l'eau qui circulait à un niveau plus élevé qu'à Pontet-Tironne, qui n'est pourtant pas très loin. Et vous voyez ici la concrétion de Murat d'Arcé qui fait autour de 1,3 avec ici le mur de l'aqueduc. Enfin, le béton tuyau. Voilà, merci. Et donc vous voyez ici la lame mince de Murat d'Arcé. Donc ce qu'on a d'abord commencé à faire, un premier travail, c'était vraiment une comparaison pétrologique des observations qu'on peut faire en lame mince au microscope de ces deux lames minces. Alors canal nord ici, Murat d'Arcé ici. Et alors là, c'était tout de suite assez intéressant parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une correspondance quasiment parfaite entre ces deux concrétions du début jusqu'à un certain niveau du canal nord où là, on n'a plus aucune concrétion, donc manifestement plus d'eau qui circulait, alors que ça reprend ou continue à Murat d'Arcé. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on peut faire avec ces concrétions aussi, c'est essayer de compter le nombre d'années d'utilisation. En se basant sur des études d'isotopie qui ont été faites, notamment sur les spéléothènes, un petit peu sur les aqueducs, notamment en Turquie, où ici vous voyez une alternance saisonnière entre une période plutôt froide et humide, donc automne, hiver, peut-être début du printemps, et ensuite chaud et sec, où là on a un calcaire qui est plus chargé en matière organique, en détritique, et qui grandit un peu de façon un petit peu plus difficile. C'est dû à la présence de micro-organismes aussi. Et on compte entre 12 et 15 lamines dans le canal nord, alors qu'on monte à plus d'une vingtaine à Murat d'Arcé. Si on regarde la chimie des traces de ces concrétions, on s'aperçoit que Murat d'Arcé et le canal nord, ici PTC1, Pontet-Tironne 1, correspondent à peu près au même signal géochimique. Par comparaison, les points rouges sont le canal sud de Pontet-Tironne et ce qui montre que ça n'a pas du tout la même signature. Donc tous ces éléments nous laissent penser qu'on a vraiment eu une connexion, ce qui n'est pas forcément étonnant, mais entre Murat d'Arcé et Pontet-Tironne pendant un certain nombre d'années, puis que l'eau a cessé de circuler à Murat d'Arcé. Autre élément intéressant, les concrétions montent beaucoup plus haut, enfin, significativement plus haut à Murat d'Arcé par rapport à Pontet-Tironne, ce qui veut dire qu'il s'est probablement passé quelque chose entre ces deux sections. Donc ensuite, de l'eau a continué à circuler à Murat d'Arcé, mais ne circulait plus à Pontet-Tironne. Donc on suppose qu'il y a eu une perte en eau ou une déviation. On s'est posé la question si ça ne pouvait pas être une déviation justement vers Pompéi qui n'a jamais été trouvée.
C'est peut-être à mettre en parallèle à des textes dans Pompéi qui disent que juste avant l'éruption, les quelques années avant l'éruption, il y a eu de gros problèmes d'approvisionnement en eau. Ils étaient en train de refaire une partie du système de canalisation à l'intérieur de la ville pour privilégier notamment les bâtiments qui étaient jugés prioritaires ou les villas jugées prioritaires. Donc c'est possible. Au niveau des... On a commencé aussi à proposer une chronologie, donc en s'aidant des données de l'archéologie, avec donc une reconstruction de ces deux canaux autour de 63, peut-être après un séisme, le séisme de 63. Ensuite, une circulation peut-être jusqu'en 79, où on sait que Ponte-et-Tyrone a été impacté. Plus d'eau à Ponte-et-Tyrone après 79, alors que ça a continué à circuler à Murat d'Arcé à travers une déviation. Alors, une explication qui permettrait peut-être d'expliquer cette perte en eau, en tout cas cette moins grande quantité d'eau aussi qui circule à Ponte-et-Tyrone. On a regardé donc le signal isotopique et on a observé quelque chose qui n'est pas du tout courant, en tout cas dans les signaux isotopiques des carbonates dans les aqueducs. C'est-à-dire qu'on a une décroissance du signal en isotope de l'oxygène 18. Ce que ça veut dire en gros, alors c'est multiparamètres, hein, mais ça veut dire que c'était plus froid au début de la circulation lors de la mise en eau, et puis que c'est devenu progressivement plus chaud jusqu'à ce que l'eau ne circule plus. La façon qu'on a d'interpréter ça, c'est que pour que ça devienne plus chaud, que l'eau qui circule, si l'eau qui circulait était plus chaude, c'est probablement qu'elle circulait plus lentement. C'est-à-dire qu'en sortie de carte, elle devait être autour de 10-12 degrés. Si elle circule plus lentement, il y a plus de temps pour qu'elle se mette à l'équilibre avec la température extérieure ambiante. Et on a montré que pour avoir cette décroissance, suffisait d'un réchauffement de l'ordre de 2 degrés. Donc on s'est dit que c'était peut-être aussi lié à ces mouvements du sol qui ont été, dont je vous ai parlé au début, et qui ont été modélisés lors de l'éruption de 79, où on a montré que dans les années, et peut-être même les 15-20 années qui précédaient l'éruption de 79, il y a eu un gonflement très important de la chambre magmatique qui aurait causé des mouvements du sol assez importants dans cette région. Et on voit que cette partie de canalisation est ici. Alors là, c'est dans une étude où ils essayaient de montrer ce qui se serait passé si ça avait été à Pompéi. Et donc, effectivement, il est tout à fait possible que des gonflements du sol rendent la circulation de l'eau plus lente, plus difficile et au final impossible. C'est aussi peut-être donc à mettre en rapport avec donc ce que je vous ai montré au début, hein, c'est-à-dire que même à la période actuelle, où alors on a eu un petit gonflement dans les champs flégréens suivi d'une déflation parce qu'il y a de l'activité actuellement hein, magmatique dans les champs flégréens, mais on voit que c'est une zone où on a beaucoup de mouvements verticaux de terrain. Et je voudrais réattirer votre attention sur ces valeurs donc de quelques millimètres par an qui sont suffisantes pour effectivement rendre la circulation dans un aqueduc beaucoup plus difficile, puisque l'aqueduc du Cérino traversait sur donc une centaine de kilomètres toute cette région. Et je crois... Ah oui, alors une dernière chose qu'on a observée dans la partie nord de l'aqueduc, c'est une fissure qui n'avait pas du tout été référencée encore, que vous voyez ici, avec quelques dépôts calcaires en bas de la fissure. Elle traverse le fond de la canalisation. Le fait qu'il y ait quelques dépôts calcaires laisse penser qu'il y avait encore une circulation en eau lorsque cette fissure s'est créée. Et par ailleurs, il n'y a pas eu de reconstruction. Enfin, il n'y a pas de réparations qui ont l'air d'avoir été entreprises. Donc on suppose que cette fissure a eu lieu vraiment lors de la fin de l'activité de cet aqueduc, peut-être justement par un tremblement de terre ou d'une série de tremblements de terre qui ont été rapportés juste avant l'éruption, donc en 78-79, qui auraient commencé à grandement perturber tout ce système d'approvisionnement. Voilà, et maintenant nous allons vous parler du canal sud. Donc nous poursuivons notre biographie de l'aqueduc. Donc avec l'éruption du Vésuve, le canal nord, comme vient de le montrer Julie, est abandonné. On a d'ailleurs, les fouilleurs ont retrouvé, j'ai oublié de vous préciser que ce pont a été trouvé en 1980 à l'occasion de la construction d'une ligne ferroviaire. Et c'est là que les fouilles ont été réalisées et ont dégagé ces deux canaux. Et donc ce premier canal étant désaffecté, un second est construit plus au sud,
avec des techniques de construction assez différentes qui intègrent, donc c'est un chantier très organisé, très rationnel, qui utilise les mêmes lots de briques issus de sesquipédales et qui, à intervalles réguliers, intègre des assises de réglage. Donc c'est intéressant puisque c'est vraiment une technique de construction assez, disons, beaucoup plus normalisée, sachant que la technique de la brique cuite se diffuse en Campanie à partir de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Toutes les grandes reconstructions d'édifices publics à Pompéi sont réalisées avec des terres cuites architecturales, sont surtout des fragments de tuiles qui ont été utilisés, mais aussi des briques. Donc c'est un savoir technique qui va s'imposer beaucoup plus au cours de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Cela dit, nous n'avons pas d'indication sur la datation de la construction de ce second canal. Certains auteurs ont pu le mettre en rapport, mais sans éléments vraiment tangibles, avec la réfection de Constantin dont je vous ai parlé, qui est connue par les textes en 324, mais ne repose pas sur d'autres éléments que cette supposition, ce rapprochement-là. Ce que l'on peut simplement dire, c'est que donc voilà, dans l'intérieur du canal, qui est très bien conservé, avec des concrétions assez épaisses dont Julie va vous parler, sa couverture est assurée avec des sesquipédales qui sont placées en bâtière. Il est légèrement plus haut que le premier canal. Donc là, vous avez le canal nord désaffecté et ce canal sud avec donc la fondation pour une assise de bipédale. Là encore, donc quelque chose de très stable. Une couche de béton tuileau, puis les concrétions au-dessus. Ce que l'on peut dire à partir de l'étude des techniques de construction et de l'approche modulaire, toujours pour essayer de comprendre les chantiers de réfection sur ce grand aqueduc du Cerino, c'est que donc au niveau de l'horizon que l'on peut essayer de rétablir, c'est que cette technique de construction qui apparaît ici, du point de vue des modules, se rapproche beaucoup de la phase de réfection précédente sur le canal nord, lorsqu'on avait ajouté donc, des contreforts et réparé certains points de l'élévation. Et on la retrouve aussi sur une réfection en amont sur le secteur de Muradarche dont a parlé Julie. Sachant donc que la datation proposée pour l'adjonction des contreforts se situait donc juste avant l'éruption du Vésuve en quelque sorte, donc dans les années 60, peut-être après le tremblement de terre de 63, on pourrait penser que la réfection de cet aqueduc soit de peu successive à 79 après Jésus-Christ. Voilà ce que l'on peut dire à partir des données archéologiques. Et alors maintenant, je vais donc vous présenter rapidement l'étude des concrétions qu'on a trouvées sur le long de ce canal sud. Donc il s'agit de concrétions un petit peu plus épaisses qui font entre 8 et 10 cm, mais qui frappent d'emblée par leur différence avec celles du canal nord et de Murat d'Arcé, puisqu'on voit des concrétions qui sont très mal cristallisées. On a beaucoup de mal à distinguer même un semblant de lamine. Par contre, on voit beaucoup de filaments ici, donc probablement des filaments algaires, peut-être des types de champignons qui poussaient dans cet environnement. On a trouvé des diatomées, des zones à intervalles, alors pas vraiment réguliers, mais à quelques niveaux, on a trouvé ces niveaux très très rouges que vous voyez ici. Et en les analysant avec un microscope électronique à balayage cette fois-ci, on a vu que c'était de tout petits oxydes de fer qui étaient pris dans ces concrétions. On a supposé que ça ressemble énormément aux dépôts éoliens de poussière type poussière saharienne qu'on trouve toujours actuellement dans le sud de la France et en Italie, c'est-à-dire ces poussières de temps en temps de fin d'été qui recouvrent les voitures. Donc c'est tout à fait possible que ce soit ça. Mais tout ça, ça nous indique que probablement cet aqueduc, en tout cas une partie de cet aqueduc, n'était pas couvert, de façon à ce que non seulement de la lumière pouvait passer et laisser un certain nombre d'organismes photosynthétiques vivre, et en plus des dépôts éoliens pouvaient tomber dans l'eau. Donc une eau d'assez mauvaise qualité. Autre chose d'assez frappant, en haut de la concrétion, par ici, on a trouvé une espèce de couche comme une lentille, d'une composition, alors pas du tout carbonatée, plutôt siliceuse, que vous voyez ici, et avec un litage, un genre de granuloclassement, et une orientation une orientation des minéraux dans le sens du courant. C'est très marqué ici. Ça, ce type d'archives sédimentaires, c'est typique des turbidites.
et des coulées de boue mises en place à assez grande vélocité. Et alors si on regarde, on a une composition effectivement typiquement volcanoclastique, avec du titane, du fer et des silicates. Donc on suppose qu'on a trouvé ici le témoignage d'une de ces déstabilisations de flanc, d'un de ces glissements de terrain, qui a dû se produire alors probablement un petit peu plus en amont vers les Apennins, et qui est rentré à l'intérieur du canal et qui s'est propagé. C'est évidemment à mettre en parallèle avec ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les glissements de terrain historiques qui ont eu lieu, donc extrêmement nombreux. Et notamment, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, l'événement du Queen d'Incy en 98, mai 98, qui a fait, donc, alors juste à côté de l'endroit où l'aqueduc passe, 160 victimes et 500 hectares ont été affectés. Et on voit ces coulées de boue de déstabilisation à haute vélocité qui détruisent massivement des immeubles. Alors une dernière chose sur cette concrétion, on a quand même observé, malgré le fait que la qualité de l'eau avait l'air d'être beaucoup plus mauvaise, une probable tentative de nettoyage, donc par ici, puisque, alors là c'est une image encore une fois au microscope électronique à balayage, une cartographie chimique, où on voit ici des concrétions relativement poreuses avec plein de petits éléments à l'intérieur, mais ici on voit une particule d'un alliage type laiton, donc cuivre-zinc. Il y a quelques autres particules le long de ce même niveau. Et ensuite, un concrétionnement beaucoup plus pur, avec une cristallographie bien meilleure. Donc on suppose qu'à un moment donné, notamment au début de l'utilisation de cet aqueduc, il y a eu une tentative pour rendre l'eau probablement moins turbide. Mais enfin, ça n'a pas duré très longtemps. Autre chose aussi, alors je ne sais pas si on voit très bien ici, peut-être, donc tout ça c'est les éléments traces, l'ensemble des données des éléments traces, qui sont tous plus élevés donc pour la partie sud ici que pour la partie nord, sauf pour un élément, et ça c'est intéressant, c'est le plomb. Donc on a une teneur en plomb qui reste relativement raisonnable, qui est autour de 50, 100 pour 1000 pour l'aqueduc nord, et sud très très faible. En général moins de 10, ce qui tendait à montrer qu'effectivement, pour le canal Nord, il y avait des grilles, ils ont dû mettre un système qui permettait d'avoir une eau mieux filtrée que pour l'aqueduc du Sud. Et nous en arrivons déjà aux conclusions. Donc ce que nous avons trouvé en faisant ce travail conjoint entre archéologie et sciences de la Terre, et aussi ces allers-retours avec ce qu'on connaît de la géologie, du risque géologique actuel, c'est qu'il y a bien eu des perturbations naturelles successives sur les 3 ou 4 siècles d'activité de cet aqueduc. De nature divers, donc tremblement de terre, probablement suite 62-63, plus peut-être une trace de celui de 78-79, précédant l'éruption du Vésuve, des mouvements du sol, manifestement, glissements de terrain, des dépôts éoliens, et bon, évidemment l'éruption volcanique de 79, enfin ça, elle est vue vraiment un petit peu partout. Celle de 472 marquant définitivement l'arrêt du fonctionnement de ces sections. Ça a eu des impacts divers. Donc pollution de l'eau, arrêt de l'approvisionnement, dégradation plus ou moins importante des élévations, fissuration, écroulement partiel ou total. Mais il y a eu de nombreuses interventions variables et variablement adaptées, de l'entretien quotidien à la restauration d'envergure, nettoyage du canal, rehaussement de son niveau, de la réfection des enduits, des réparations ponctuelles d'éparements, jusqu'à la reconstruction totale de l'ouvrage, puisque les sections de Murat d'Arcé et Pontet-Tyrone ne sont manifestement pas les sections d'origine, et qu'elles ne contiennent donc qu'elles n'ont fonctionné qu'à partir de 62-63, c'est ce que nous proposons. Donc tout ce travail révèle comment les bâtisseurs romains ont dû constamment affronter les aléas géologiques dans une région où le risque, c'est-à-dire en termes d'enjeux humains et d'infrastructures, est et surtout était maximal pendant l'Antiquité, puisque c'était peut-être la région du monde où le risque était le plus important, puisqu'il y avait une population importante. C'était aussi une région qui avait un enjeu économique majeur pour l'Italie, et puis il y avait la flotte à Misène. Et que donc ça a été très compliqué de garantir le fonctionnement de l'ouvrage sur la longue durée dans cette région. Voilà, je vous remercie.
Y a-t-il des questions dans la salle? Moi, j'aurais une question ensuite, mais d'abord, mademoiselle. En tout cas, merci pour cette conférence. Et en fait, comment l'eau arrive-t-elle à s'écouler en continu dans le lac Duc pour arriver jusqu'à la ville? Justement, alors c'était toute l'ingénierie qui consistait à maintenir une pente, alors si ce n'est constante, en tout cas suffisante, de la source karstique jusqu'au lieu de consommation, de façon à ce que l'eau s'écoule. Quand il y avait des obstacles naturels, étaient mis en place des systèmes de siphons. Voilà, donc je sais pas, peut-être qu'Hélène a plus de... C'est tout à fait ça. Siphon ou un système de pont, comme on l'a vu pour Mouradarch. Le but étant toujours d'assurer une pente régulière si on part de la source jusqu'à son point d'arrivée. Ce qui était assez compliqué puisque l'aqueduc, comme je l'ai dit, s'étend sur 105 km sans compter les dérivations. C'est sur vraiment de la source jusqu'à Misène. Et il faut compter aussi donc, environ une cinquantaine de kilomètres supplémentaires pour les dérivations qui approvisionnaient Pompéi, Aceh, Ravenna, Nola, les autres cités qui bénéficiaient aussi de l'eau de l'Aqua Augusta. Déjà, merci pour toutes les informations. J'avais une question, mais qui est un peu, pas tentaculaire, mais un petit peu... il y a plusieurs ramifications. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait que les sources étaient d'origine karstique. Est-ce qu'il n'y avait pas de possibilité à l'époque d'avoir aussi une source de provenance volcanique? Parce que c'est quand même plus proche, peut-être, je ne sais pas. Et puis après, il y a une deuxième phase aussi. Est-ce que ce choix de l'origine karstique pouvait être volontaire du fait que la calcification pouvait éventuellement apporter une étanchéité intérieure? Alors, concernant les sources volcaniques, ça a été une question pendant longtemps, notamment comment Pompéi était approvisionné. On a supposé qu'il y avait peut-être des sources le long de la partie est du Vésuve qui avaient été utilisées. Le problème de ces sources, c'est que justement, comme elles n'ont pas de calcaire et qu'elles ont plutôt une eau un peu acide, elles ont plutôt tendance à dissoudre le canal dans lequel elles circulent. Et donc, nous, on n'en a pas vraiment de traces. Donc, c'est un petit peu difficile. On a quand même l'impression que pour le canal 2, il y a peut-être eu l'apport d'une autre source. Mais bon, on n'est pas complètement sûr. Ensuite, concernant le choix, c'était une eau qui, du fait qu'elle isolait la canalisation, était aussi de meilleure qualité, puisque tout ce qui pouvait traîner dans la canalisation était en quelque sorte enchâssé, encrouté par le carbonate, ce qui passivait en quelque sorte les conduites. Notamment pour des conduites en plomb, c'est probablement meilleur puisque ça passive la conduite en plomb, alors que si on prend une eau acide, au contraire, elle va avoir tendance à tout redissoudre dans l'eau. C'était connu que c'était une eau qui était de meilleure qualité. Alors je crois qu'il y a des textes, tu en sauras sans doute plus que moi. Oui, alors quand on regarde les textes, en particulier les traités de médecine, l'eau, ce qui est toujours privilégié, c'est quand même l'eau pluviale. C'est celle qui est la plus légère et c'est connu. C'est d'ailleurs très perceptible à Pompéi, où on peut mettre en évidence un double réseau dans les maisons. Les cuisines, tout ce qui était donc pour l'alimentation, on privilégiait l'eau de la citerne, qui recueillait donc l'eau pluviale, et en revanche l'eau de l'aqueduc était destinée plutôt aux fonctions décoratives ou de plaisir, à savoir les fontaines dans les jardins et les thermes. Donc il y a vraiment un système de bipartition en fonction vraiment de la qualité de l'eau. Et voilà ce que l'on peut dire en fait. Donc après, il y a l'eau par exemple des lacs qui est au plus bas de la gamme, mais disons que la meilleure dans les traités, celle qui est toujours recommandée, c'est l'eau plutôt pluviale. Mais bon, pour un aqueduc évidemment, c'est pas envisageable. Et puis on favorise aussi, c'est ce que nous apprend Vitruve et Pline l'Ancien reprend ces données. Il est toujours préférable d'utiliser des conduites en terre cuite plutôt qu'en plomb. Une question, peut-être un commentaire à propos de la gestion, la prise en compte
par les architectes, les bâtisseurs, les aménageurs du territoire de la présence de risques. Donc, je ne connais pas évidemment ces périodes et ces régions, mais la question est de savoir comment est-ce qu'on intègre, quelles leçons on apprend, est-ce qu'on peut avoir une espèce de vision un peu générale sur la question qui va aboutir, un endroit que je connais un peu mieux, c'est Fukushima, qui va aboutir à Fukushima, où justement il y a, dans l'échelle micro-locale, donc il y a des éléments de risque connus qui n'ont pas été pris en compte, et alors qu'à une échelle plus globale, il y a des tactiques comment dire, ancestrales qui sont réparties dans le territoire. Donc, parce que vous avez fait quelques commentaires à ce propos, et je voudrais bien savoir s'il y a bien matière à... parce que les collègues à Fukushima, donc, ils pensent à Pompéi, mais ils devraient plutôt penser à Lisbonne, puisque c'est la catastrophe de Lisbonne de 1755 qui est l'exemple d'une reprise en charge. Donc c'était un peu ça, une question un peu générale, avec j'en aurai une seconde ensuite, mais peut-être celle-ci d'abord. Alors déjà, sur justement la construction, c'est un petit peu difficile. Alors on a observé des choses, mais qui paraissent... alors c'était plus à Pompéi, sur les châteaux d'eau de Pompéi, où on a prélevé les roches qui ont été utilisées au pied des châteaux et en haut des châteaux, et très clairement, ils utilisaient des roches plus résistantes au pied et plus légères, moins résistantes en haut des châteaux d'eau. Est-ce que pour autant c'est une forme de norme parasismique, ou ça paraît être plus quelque chose d'assez rationnel? Donc c'est un petit peu difficile. Après, je pense que comme à l'heure actuelle à Naples, les populations étaient confrontées à des urgences absolues, et que c'était des catastrophes qui étaient d'une nature tellement importante qu'en fait, je pense que c'est assez difficile d'avoir une vraie politique de prévention, ne serait-ce que si on regarde à l'heure actuelle Naples, et je remets juste cette diapositive où on voit l'aléa, notamment le risque face à un tsunami. Toutes ces zones en rouge, c'est aussi la vulnérabilité des bâtiments actuels. Alors non seulement tsunami, mais dans le cas d'une éruption volcanique qui est probable, alors on ne sait pas à quelle échéance, mais pour Naples, il y a des études qui ont montré qu'il y avait une seule route qui permettait vraiment d'évacuer toute la partie nord de Naples, et que évidemment ce serait apocalyptique s'il y avait la moindre alerte d'urgence à quelques heures ou quelques jours. Enfin, ça allait être très très compliqué. Pour les séismes, c'est pareil. Donc, est-ce que dans l'Antiquité, c'était mieux que maintenant? Non, vraiment, je ne crois pas. Et ce qu'on a vu permet difficilement, mais peut-être qu'Hélène a aussi des éléments sur la villa Diomède, je ne sais pas si... Ce que l'on voit avec l'aqueduc, ce qu'on ne s'y attendait pas autant, c'est qu'on a vraiment une série d'épisodes, alors plus géologiques que sismiques, parce que Julie met en évidence donc des éboulements de terrain, enfin c'est pas uniquement les tremblements de terre qui sont en jeu, qui sont très récurrents. Et ça c'est important malgré tout pour essayer de définir ce qu'on appelle la culture sismique. Il y a généralement, dans ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une prévention qui se met en place lorsqu'il y a la mémoire au moins sur une génération de l'événement de la catastrophe qui a pu marquer une population. C'est bien le cas ici, en tout cas pour Pompéi, c'est vraiment l'observatoire privilégié parce qu'effectivement, ils ont été confrontés pratiquement tous les 15 ans à des tremblements de terre avant l'éruption finale. Là où c'est plus difficile de répondre, c'est sur l'aspect normalisation. On ne peut pas parler de construction parasismique au sens où elle serait normalisée. Ce que l'on peut observer, c'est des solutions techniques, en tout cas une culture technique qui se met en place à partir du tremblement de terre de 62-63 où on privilégie par exemple la terre cuite, avec des assises de réglage. Je dirais alors c'est pas forcément une normalisation, mais c'est plutôt une optimisation de la résistance. Julie en a parlé, il s'est eu aussi le moment où on sait très bien graduer la densité des roches. Dans les fondations, on va mettre les roches les plus denses et les plus légères, bien évidemment, dans les voûtes, et ça va être une pratique beaucoup plus généralisée. Donc disons que ce sont des recettes. Sans parler de normalisation, on peut dire que ce sont des recettes qui sont beaucoup plus, qui sont appliquées de façon plus régulière, et
tout dépend là aussi du type de bâtiment. On peut l'observer à Pompéi sur des bâtiments publics. On l'a vu sur l'aqueduc ici, qui est aussi une grande infrastructure. Dans le cas de bâtiments privés, notamment la Villa de Diomède qu'on a étudiée, on observe aussi des solutions beaucoup plus bricolées qui révèlent aussi une économie. Il y a une économie de la construction qui est à prendre en compte et on fait parfois avec les matériaux qu'on a sur place. En tout cas, pour la construction publique, il y a effectivement des solutions optimisées pour mieux résister, et de fait, qui ont mieux résisté par la suite, en tout cas moins vulnérables. Merci, parce que vous avez montré les deux panneaux de Lucius, c'est ça, la maison de Lucius De Cécilius Jucundus. Oui. Voilà. Et je me demandais si, donc, qui est une, peut-être vous pouvez y retourner, Oui, tout à fait. parce que c'est quand même assez extraordinaire comme représentation de, sur le vif. C'est une photographie d'un tremblement de terre en action, avec l'âne qui tribute, avec le temple qui s'effondre. Et ma question à vous, c'était en quelque sorte, est-ce que cette dimension, disons, journalistique ou artistique du tremblement de terre, est-ce qu'elle a aussi eu des... voilà, vous voyez les deux panneaux là qui sont assez remarquables. C'est incroyable aussi. Est-ce que donc ça c'est entre guillemets l'œil de l'artiste ou le journaliste qui prend une photo. Est-ce qu'il y a des incidences sur l'aménagement? Est-ce que les ingénieurs font quelque chose qui correspondrait à cette perspective? C'était ça ma question. Vous avez répondu en partie, cette optimisation. Alors là, ce que l'on voit, et c'est toujours le problème lorsqu'on a les sources antiques, c'est ce que l'on voit, ce sont les dommages. Mais on n'a aucune donnée, ni textuelle et encore moins iconographique, c'est la seule, dont on dispose sur les effets d'un tremblement de terre, sur les solutions qui ont été préconisées, adoptées après une catastrophe. Alors je précise ici d'ailleurs que c'est le château d'eau de Pompéi qui est représenté ici, la porte du Vésuve qu'on voit complètement écroulée et une partie de l'enceinte, et le château d'eau qui est construit en terre cuite architecturale a résisté de toute évidence au tremblement de terre de 62-63 après Jésus-Christ. Le temple, là, c'est une représentation du forum et d'un de ces arcs. Et ce que nous avons pu observer alors, c'est ici que notre programme de recherche RECAP vient compléter ces données, puisque cet arc qui est représenté ici à côté du temple capitolin, nous avons pu mettre en évidence justement une réfection suite au tremblement de terre de 62-63. En fait, toute une partie, le tiers de l'arc est repris. Et donc, nous avons pu caractériser les matériaux. Et là aussi, c'est de la terre cuite qui est utilisée avec des joints très résistants. Donc, en quelque sorte, ce que nous faisons, c'est que nous allons combler un silence des textes et de l'iconographie en essayant d'apporter par l'archéologie et par tout ce qui est cette lecture des traces des chantiers, essayer de reconstituer la vie des chantiers, les choix des chantiers qui ont été faits par les bâtisseurs romains. C'est toujours très ténu, mais ça permet de comprendre en fait la culture qu'ils ont mobilisée au fil des reconstructions. Parce que finalement, ce qu'on connaît toujours, ce sont les dommages. Et les textes, sont aussi très riches sur les origines des tremblements de terre. Qu'est-ce qui pouvait expliquer un tremblement de terre, une éruption? Donc on a beaucoup de textes sur les causes, mais en fait on n'a pratiquement aucun texte sur les conséquences. Et c'est là que notre recherche intervient, c'est essayer de mieux les appréhender. Ma dernière question, je ne sais pas, sauf si ma dernière question, c'est est-ce que vraiment, parce que tout le monde est convaincu que les Romains étaient meilleurs que nous, est-ce qu'ils étaient aussi meilleurs dans, vous avez dit, les urgences c'est l'eau, les infrastructures, entre guillemets, est-ce qu'ils avaient, eux, compris ce que nous n'avons pas vraiment compris, par exemple à Haïti ou au Népal, que le patrimoine ou les temples anciens sont aussi quelque chose qu'il faut préserver. C'est-à-dire que le déblaiement ne doit pas se faire avant qu'un regard architectural, urbanistique, archéologique permet de récupérer ce qu'il y a à récupérer. Est-ce qu'ils avaient cette conscience-là du patrimonial? Peut-être que nous n'avons pas encore ou pas suffisamment. Alors on a très peu de textes sur cette question. Alors je ne sais pas si les Romains sont meilleurs que nous. En tout cas, ils ont adopté des solutions, et c'est ce que nous essayons de retracer. Et on voit aussi qu'ils étaient confrontés à des difficultés. Vous avez vu ces erreurs de chantier sur l'aqueduc. Voilà, il y a aussi des désordres architecturaux qui pouvaient aussi... voilà, toute une relecture actuelle du génie romain. En fait, on travaille beaucoup maintenant aussi sur les désordres de chantier, les ratés de chantier, qui nous apprennent aussi tous les gestes qu'on ne soupçonnait pas auparavant. Alors sur cette perspective de la sauvegarde patrimoniale, qui est importante en effet parce qu'on la voit très bien en Italie. Je ne sais pas si vous avez vu des images en particulier d'Amatrice en août dernier, où les pompiers, en même temps qu'ils essayaient de sauver au maximum, voilà, de sortir les survivants des décombres,
Une semaine après, il y a une photo très célèbre où on les voit sortir des sculptures pour éviter les vols éventuels. Et c'est vraiment la sauvegarde dei beni culturali en Italie, où on sauve les vies, mais on sauve aussi le plus rapidement possible le patrimoine qui a pu être affecté par un tremblement de terre et qui pourrait être affecté par des vols. Pour l'Antiquité, on a très peu de données, mais on sait que pour Pompéi, une intervention de Néron avait en tout cas fait déplacer un des éléments auprès d'un temple derrière la basilique peut-être de Pompéi. Donc c'est la seule source dont on peut disposer. Malheureusement, sur les transports de patrimoine, là c'est très difficile de travailler. Ce que l'on voit malgré tout, c'est pour la ville de Pompéi, c'est que très rapidement, l'ornementation a été une des priorités. Suite à la catastrophe de 62-63, nous avons là j'en ai pas parlé aujourd'hui, ce que nous faisons à Pompéi, c'est essayer de voir comment la fabrique urbaine se reconstitue après un tremblement de terre, quelles ont été leurs priorités. Et sur un des bâtiments sur lequel on a travaillé, qui est l'édifice de Macchia, qui ouvre sur le forum, je ne sais pas si vous l'avez en tête, donc c'est un des grands bâtiments sur le forum de Pompéi, on a vu que la façade du bâtiment était totalement achevée, totalement plaquée de marbre, et ils avaient, pour la plaquer de marbre, réutilisé le marbre de la phase antérieure. Donc il y a eu quand même une transmission, une récupération patrimoniale. En revanche, l'arrière du bâtiment venait juste d'être achevé. Donc le mortier était encore presque frais au moment de l'éruption de 79, mais il n'avait pas encore connu de revêtement de décor. Donc ce qui comptait, c'était quand même donner tout de suite un apparat, que la ville soit visible, nouvellement décorée, et c'était déjà une priorité de la reconstruction. On peut s'interroger là-dessus en essayant de réintégrer des éléments du décor antérieur, des statues qui appartenaient aussi au bâtiment antérieur. Il y a une dimension symbolique d'essayer de faire revivre ces éléments de décor qui traversent le temps et traversent les catastrophes aussi.